Bienvenue sur RVL. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui du jeu d'échecs en général et du mythique Bobby Fischer en particulier. Pour éclairer notre ludique lanterne, RVL reçoit Bachar Quatli. Bachar Quatli, le premier grand maître international du jeu d'échecs, donc français. Alors Bachar Quatli est né en 1958, c'est le plus jeune maître international du monde en 1975, et 4 ans plus tard, à 21 ans, il devient champion de France. 10 ans plus tard, en 1989, il devient enfin le premier grand maître international français. Mais avant d'aller plus loin, pour les béotiens, c'est quoi, monsieur le grand maître, un maître international? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, il y a, comme dans toutes les disciplines, il y a un moment où on est débutant, et puis ensuite il y a des classements. Les classements démarrent, pour donner simplement une idée, en France, à peu près à 1100. Et quand on arrive à un stade qui est 2200, pratiquement le double, on commence à être un joueur, je dirais, presque international. Et à partir de là, il y a différents symboles, titres, dont on est affublé. Donc il y a le maître FIDE, maître de la Fédération internationale des échecs. Il y a le maître international, donc à partir d'un ELO, ce qui est un classement des joueurs d'échecs, 2400. Et puis 2500, c'est le minimum de classement pour pouvoir postuler au titre de grand maître. Mais le classement ne suffit pas. Il faut en même temps participer à des tournois ou des concours. Et là, je vais reprendre un parallèle avec la Greg ou d'autres concours. Il faut terminer dans les premiers, faire un certain pourcentage pour être accepté par la Fédération internationale. Et il faut faire ces résultats plusieurs fois dans un laps de temps en ayant le classement. Donc il y a plusieurs conditions requises pour obtenir le titre de grand maître international. D'accord, mais juste pour situer un peu pour les auditeurs, il y a combien de grands maîtres aujourd'hui dans le monde? Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, je dirais entre 800 et 1000. D'accord. Donc ce qui est pas mal dans le monde. Quand je le suis devenu, je crois qu'il y avait 250 à 300 grands maîtres en 1989. D'accord. Alors le jeu d'échecs, ça vient d'où? Il y a beaucoup de légendes là-dessus. Oui, alors chaque culture, chaque civilisation essaye de s'approprier le jeu d'échecs, mais prenons la légende la plus connue, celle de Sissa. Sissa étant un conseiller d'un Maharaja. Le Maharaja s'ennuyait énormément, il demande à ce conseiller de l'aider un petit peu à pouvoir passer ses journées sans ennui, et il lui invente un carré avec des armées blanches, des armées noires, et puis le Maharaja passe son temps à jouer, et il dit c'est extraordinaire, il demande à Sissa comment je peux te récompenser, parce que là tu m'as vraiment comblé. Il dit, mais Majesté, c'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Je suis le Maharaja. Il dit, oui, mais on va mettre un petit grain de riz sur la première case. Comment ça, un grain de riz sur la première case? Oui, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 16 sur la quatrième, 256 sur la cinquième, et ainsi on fait une suite géométrique, et arrivé à la 64e case, le chiffre couvrirait 5 globes terrestres de grains de riz. Donc ça donne l'étendue, je dirais là, à travers cette charge symbolique, cette force du nombre, du chiffre, des possibilités du jeu d'échecs et du fait du non-épuisement du jeu d'échecs par rapport au cerveau humain. Effectivement. Les échecs pour vous, un art, une science ou un jeu? Je dirais les trois en même temps. Chacun va y puiser ce qu'il souhaite y trouver. Un art, oui, pour ceux qui aiment les belles formes, les problèmes, les études, les belles épopées qu'on peut trouver sur l'échiquier. Une science, bien sûr, puisque si on veut progresser, il faut apprendre les rudiments, il faut connaître les ouvertures, il faut connaître certains schémas, il faut être familier avec tout ça, parce que tout s'emboîte, et petit à petit, plus on connaît de choses, et plus, je dirais, le mystère du jeu d'échecs se révèle à nous. Et puis, un combat, bien sûr, c'est une compétition. Quand on voit les joutes Kasparov-Karpov, Fischer-Spassky, toutes ces joutes, clairement, ce sont des compétiteurs d'exception, comme on en a vu avec Prost et Senna, avec Schumacher, je dirais dans la Formule 1, ou avec des Borg, des Lendl dans le tennis à l'époque. Oui, le jeu d'échecs au plus haut niveau est une compétition.
Alors vous avez un parcours quand même un peu, on va dire, qui a changé, parce que depuis que vous êtes devenu en 89 grand maître, vous avez décidé d'arrêter. Oui, j'ai décidé... La compétition, j'entends. Hein. Oui, j'ai décidé d'arrêter la compétition parce que j'ai estimé que le temps que j'allais y consacrer, en rapport avec les résultats qui auraient pu être obtenus, n'en valait pas la peine. Et donc j'ai accepté, je dirais, ma limite d'incompétence dans ce domaine. Et comme j'aime à le dire, j'ai laissé tomber le jeu d'échecs avant qu'il ne me laisse tomber, parce que indéniablement, au bout d'un moment, quand on ne progresse plus ou quand on n'arrive plus à vraiment avancer, eh bien, on recule, et c'est ce qui attend. Bon, c'est ce qui attend tout homme. Peut-être est-ce trop orgueilleux de ma part, mais je pense que c'était simplement une recherche, une découverte pour essayer d'aller explorer d'autres horizons. Mais ça s'appelle finir en beauté, en fait. Oui, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire c'est prendre plus ou moins son destin en main, avec, bien sûr, en faisant très attention à ce qu'on dit, mais ne pas jouer la partie de trop, ou ne pas faire le tournoi de trop, ou ne pas passer l'année de trop, qui ne va pas vous permettre ensuite d'aller goûter, je dirais, à d'autres domaines. Oui, enfin ça me fait penser par exemple au boxeur qui pourrait monter sur le ring et qui finit quand il est champion du monde, et le boxeur qui a été champion du monde et qui se prend des raclées ensuite 10-15 fois et qui finit mal, quoi. Voilà, vous avez tout compris. J'ai estimé que, étant devenu le premier grand maître français depuis la Révolution française, ayant obtenu ce titre, bon, qui est là, qui est bon, déjà une satisfaction personnelle, comme je vous dis, hein, c'est un combat contre soi-même avant tout, le jeu d'échecs. Bon, je continue, j'adore le jeu d'échecs, j'aime beaucoup le jeu d'échecs. Simplement, je ne suis plus un compétiteur dans le jeu d'échecs. Alors maintenant, donc vous n'êtes plus joueur, mais plutôt tourné vers. Alors tout d'abord, vous êtes directeur de la rédaction d'Europe Échecs aujourd'hui. Alors je suis directeur de la publication et directeur depuis 1997. Et directeur de la rédaction depuis mai-juin 2002, donc à peu près 4 ans. D'accord. Donc le Europe Échecs est un journal qui entre dans sa 48e année. Et c'est vrai que l'amour du jeu d'échecs que j'avais en tant que compétiteur, eh bien, a pu franchir quelques barrières. Et aujourd'hui, à travers Europe Échecs, le fait de transmettre en permanence la beauté du jeu, les belles parties, le fait de savoir que ce journal est lu par des dizaines de milliers de personnes tous les mois dans 70 pays à peu près, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle. Vous pouvez nous parler un peu d'Europe Échecs? Enfin, il s'adresse à qui? C'est un mensuel tout d'abord? Alors, Europe Échecs est un mensuel qui est publié 11 fois par an. Donc sans interruption, donc depuis janvier 1959. Il s'adresse à des joueurs qui ont déjà, qui connaissent les règles, mais c'est pas très difficile aujourd'hui d'apprendre les règles du jeu. Mais une fois qu'on connaît les règles du jeu, on peut, c'est vrai, lire ce journal, découvrir des parties de champions, apprendre certains thèmes dans les ouvertures, dans les finales, lire de l'actualité échiquienne. C'est vrai que c'est un journal, je dirais, destiné au monde échiquéen. Alors donc il y a Europe Échecs, il y a aussi la pédagogie, c'est-à-dire que vous vous êtes personnellement investi dans des missions d'enseignement des échecs. Vous pouvez nous raconter? Je crois que c'est en 1990, il y avait un contexte avec un championnat du monde à Lyon, c'est ça? Oui, alors la pédagogie, c'est important. Le jeu d'échecs, c'est pas seulement un art, une science ou une compétition, ça peut aussi être un outil pédagogique. Donc ça, c'est une autre forme du jeu d'échecs. Et c'est vrai que lorsque le championnat du monde a été organisé, l'initiative a été prise d'organiser le championnat du monde en 1990 à Lyon. L'idée, c'était pas seulement de faire un championnat, mais c'était de voir ce qui pouvait en rester. Et on nous avait demandé de faire un rapport sur la manière de permettre au jeu d'échecs d'être introduit dans les écoles primaires sur Lyon. Un rapport a été rendu. Et aujourd'hui, je dirais, 16 ans plus tard, le jeu d'échecs a été enseigné à des dizaines de milliers d'enfants, peut-être plus de 100 000, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc je dirais que mission en partie accomplie. Pour revenir à la pédagogie, on parlait tout à l'heure d'Europe Échecs.
les outils sur le net aujourd'hui, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, aujourd'hui nous exprimons à travers aussi ce support, permettent un éventail des possibilités absolument incroyables pour apprendre le jeu d'échecs à tous les joueurs, ceux qui débutent, voire à des joueurs très confirmés qui peuvent y trouver de la matière. Donc Internet, avec échec.com, est devenu, je dirais, un support très important qui est le prolongement d'Europe Échec. D'accord. Alors donc pédagogie, presse, organisation. Aujourd'hui, vous travaillez dans un autre domaine, il me semble. Oui, je dis bien. Moi, j'ai laissé le jeu d'échecs en tant qu'activité principale. Aujourd'hui, je fais ça simplement, je dirais, parce que ça me plaît. C'est pas du tout pour en vivre. Je m'occupe d'un fonds d'investissement. Et donc, c'est une autre activité. C'est quoi un fonds d'investissement ? Un fonds d'investissement, c'est destiné à prendre des participations dans des sociétés qui sont, je dirais, en pleine croissance et permettent à des projets de se réaliser. D'accord. Et juste pour finir sur la pédagogie, vous pensez que c'est important pour l'éveil de l'enfant d'apprendre les échecs très jeune ? Parce que vous savez, on a souvent entendu « n'apprenez jamais les échecs à un petit enfant, ça pourrait le perturber ». Vous savez, il y a des choses comme ça qui traînent. Moi, j'en sais rien du tout parce que je me suis jamais penché en tant que spécialiste, ni avec des spécialistes. Mais vous qui êtes quand même là-dedans, vous pensez quoi de tout ça ? Je pense pas que le jeu d'échecs puisse perturber, franchement. Vous savez, c'est Oscar Wilde qui disait « vous voulez détruire quelqu'un, apprenez-lui le jeu d'échecs ». Oui, je connais un nombre de personnes qui n'aiment pas le jeu d'échecs et je peux tout à fait comprendre que le fait de rester derrière un échiquier pendant 1 heure, 2 heures, réfléchir. Bon, mais là on parle d'absurde de la vie, mais bon, là on va pas rentrer dans un débat philosophique. Non. Mais qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est absurde dans la vie ? Si on rentre dans ce débat, bien sûr, on peut y inclure aussi le jeu d'échecs. Mais bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que dans la vie il y a beaucoup de choses à faire. Le jeu d'échecs est une discipline ou un outil pédagogique. On peut l'utiliser. Vous avez des enfants ? Oui. Vous leur avez appris à quel âge ? Oui, j'ai appris à mon fils à l'âge de 2-3 ans. Ah mais oui, tôt quand même. Oui, tôt, parce que, mais bon, de manière très simple, c'est-à-dire en montrant des pièces. Il n'y avait pas du tout c'était pas du gavage doigt, pour bien donner une formule comparative. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui joue aux échecs, mais pour son plaisir, qui n'est pas du tout un compétiteur, qui fait quelques parties de temps en temps. Mais bon, il connaît le jeu, il sait que en restant là, il y a des règles. Je crois que le cadre du jeu d'échecs impose des règles et structure des règles chez les enfants. Et puis, le fait de perdre, pas de gagner. Parce que gagner, on n'a pas besoin de disserter, on sait que ça fait plaisir. Mais perdre, on sait que ça fait pas plaisir. Et le fait d'accepter la défaite, de perdre, je pense que c'est la meilleure leçon du jeu d'échecs. C'est-à-dire, c'est voir quelles sont nos limites, voir par quel chemin nous sommes passés et qui nous ont pas conduits justement à la victoire. Et je crois que pour un enfant, le fait de ne pas gagner, alors bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'un enfant ne perde pas toujours et qu'il perde confiance en lui, mais aux adultes qui sont autour, qui les encadrent, d'essayer de trouver, je dirais, les équilibres. Très bien. Alors Bachar Quatli, avant de venir à Bobby Fischer, on va continuer à faire connaissance avec un petit questionnaire de personnalité. Si ça vous dérange pas. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Vous êtes sûr ? Allez, on va y aller. C'est parti. Alors votre meilleur défaut ? Alors je pense que je suis réservé et cette réserve est souvent prise pour quelqu'un qui est froid. D'accord. Votre pire qualité ? Je dirais probablement être trop gentil. Trop gentil. C'est-à-dire on vous roule dans la farine ? Quand même pas. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Si vous deviez quitter la France, quel pays ? J'aime bien l'Italie. Où ça en Italie ? En Toscane. J'aime la cuisine italienne. J'aime les villes italiennes. J'aime l'histoire.
Le dernier pays dans lequel vous iriez vivre en revanche? Au jour d'aujourd'hui, et il faut être très clair, ça n'a rien contre les habitants de ce pays, mais avec le système tel qu'il est et avec l'unilatéralisme que nous voyons, je dirais les États-Unis. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une dictature de fait qui essaye d'imposer ses vues au monde. Et j'avoue que ça me fait toujours peur quand un seul pays essaye d'imposer sa vision du monde et sa vérité. Vous n'êtes pas un ami de l'impérialisme, en gros? Je ne suis pas un ami des impérialismes, d'où qu'ils viennent. Votre drogue du moment? Alors, ma drogue du moment... S'il y en a une, hein, des fois il y a oui, des je gens suis souvent sur Internet. Donc, c'est vrai que je lis beaucoup. Je lis pas mal de choses sur Internet. Ouais. D'accord. Votre écrivain français préféré? Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a un qui me revient à l'esprit parce que Samarcande, je trouvais, était un très beau livre. Et je dirais Amin Malouf. Votre écrivain étranger préféré? Steinbeck. Les raisons ou probabilités de votre mort? C'est quelque chose que j'ai intégré depuis longtemps, que j'accepte, car je sais que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, comme on le dit, et je sais que le monde continuera à tourner avec ou sans moi, donc je ne me pose pas trop ce genre de questions, ce serait une perte de temps. Le film que vous avez le plus vu? Avec mon fils, grâce à mon fils, un film qui n'est pas très très intéressant, mais qui était quand il était beaucoup plus jeune, qui était un film d'aventure qui s'appelait Spy Kid. Bon, on va poser une autre question. Le film que vous avez, qui vous a le plus marqué, vous, tout seul? Je suis pas un... On n'a pas besoin d'être cinéphile pour avoir un souvenir non plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, il y en a peut-être pas. Il y en a un, oui, qui m'a marqué par sa violence. C'était Orange Mécanique à l'époque, donc auquel je souscris pas, quoi. La première personnalité politique que vous avez admirée étant jeune? Alors, admirer est un grand mot. Je dirais que la première personnalité politique qui m'a marqué, c'est Jacques Duclos. Pour ceux qui peuvent s'en souvenir, j'avais 12 ans à l'époque. Okay. Lors d'un meeting du Parti communiste. Et c'était un orateur extraordinaire avec la gouaille qu'il avait et les R qui roulaient. Un type extraordinaire. Et c'est vrai qu'il m'a probablement en partie donné le goût de la chose politique. Et vous avez pris une carte au Parti communiste après ou pas? Non, Parce qu'à 12 ans, on est influençable, justement. Oui, mais ça n'a jamais été mon fort d'être influençable. Et c'est peut-être un peu un de mes défauts. Votre devise, citation ou aphorisme préféré? La menace vaut mieux que l'exécution. Votre plus beau rêve? Battre Fischer. Je sais que quand j'avais 15 ans, j'ai dû rêver que je battais Fischer. Je venais de démarrer le jeu d'échecs. Carrément. Votre pire cauchemar? Criblé de balles pendant la guerre civile au Liban. Si vous étiez une arme? Offensive. Vous préférez le dieu de Kant, philosophique, ou le diable dépeint par Balzac dans La peau de chagrin? Le diable dépeint par Balzac. Et pour finir, la période où vous avez été le plus heureux? Alors là encore, je crois que c'est une... C'est une question philosophique. C'est un état d'esprit et je vais pas dire heureux tous les jours, mais j'essaye d'avoir des moments de bonheur tous les jours. Parce que pour moi, il n'y a pas de paroxysme du bonheur. Il peut y en avoir dans le malheur, c'est vrai, sur des événements, mais dans le bonheur, si on a toujours des références sur des moments de bonheur forts, ça pourrait vouloir dire que on idéalise le bonheur, alors que le bonheur est quelque chose qui se vit à chaque instant. Nous sommes de retour avec Bachar Quatli sur RVL. Alors, Bachar Quatli, j'ai envie de vu qu'on va vraiment aborder le sujet Fischer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Fischer, il vous fascine, non? Comme beaucoup d'autres joueurs, hein, je crois, mais c'est quand même quelqu'un... Je n'ai jamais été un fan, au sens où on entend, je veux dire,
terminologie de fan, hein, mais c'est vrai que c'est un joueur extraordinaire, Fischer. C'est un joueur, je crois, comme on n'en a pas vu dans l'histoire, et comme on aura du mal à en voir dans l'histoire. Peut-être à cause du concours de circonstances, la période historique qu'il a vécue, le fait que l'Union soviétique existait et que le jeu d'échecs était un des vecteurs de propagande du système, le fait que Fischer était un gamin seul, américain, individualiste forcené. Je pense qu'il a une personnalité très très particulière, et au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas dans l'histoire du jeu d'échecs quelqu'un qui pourrait avoir ce parcours. Alors, son parcours, justement, on y vient. Donc, Bobby Fischer est né en mars de l'année 1943 à Chicago. Son père, Gerhard Fischer, est un biophysicien allemand. Et sa mère était Regina, qui était américaine, et ils se sont séparés en 1945 alors que le petit Bobby n'avait pas encore 2 ans. Il apprend ensuite les échecs à l'âge de 6 ans. À 7 ans, sa maman l'inscrit dans un club et il va commencer à faire des tournois très jeunes. Ce qui nous amène à l'âge de 14 ans où il devient champion des États-Unis en 1957, donc à l'âge de 14 ans. Je dirais que c'est quelque chose de vraiment fantastique à l'époque. Et puis ça n'a jamais existé, hein, un gamin qui... parce qu'il y a des grands maîtres, il y avait des adultes, hein, on est d'accord. Hein. Oui, il y avait des adultes, mais le fait de devenir champion des États-Unis, de devenir grand maître à cet âge-là, à l'époque, il y a bientôt 50 ans, c'est... absolument incroyable, c'est miraculeux. C'est du domaine du miracle, parce qu'aujourd'hui l'information circule, on a tous les éléments qu'on veut, en termes d'ouverture, de parties, d'informations sur ce que font les autres. Il y a les bases de données, il y a des ordinateurs, il y a des galettes de CD-ROM. À l'époque c'était plus difficile de travailler, quoi. À l'époque, moi, pour vous donner juste un exemple, quand j'ai participé à un tournoi en Inde, l'informatique n'était pas très développée en 87 encore, le micro-ordinateur, eh bien j'avais 40 kilos de bouquins avec moi. Donc simplement pour avoir de l'information. Donc imaginez-vous Fischer à l'époque en 1957, donc c'était 30 ans avant. Il a dû apprendre le russe, il a appris l'espagnol, il les a appris seul, hein, c'est un autodidacte, il n'a pas continué l'école. Et il recevait des bouquins, des revues, des mensuels, tout ce qu'il pouvait recevoir pour collecter de l'information, emmagasiner de l'information, et puis la traduire derrière par des compétitions où il avait vraiment un style extraordinaire. Mais il parlait d'autres langues pour traduire les... Il a appris tout seul. Mais avant 14 ans ? Oui, il a appris tout seul le russe, l'espagnol pour pouvoir, et bien sûr, il était capable de s'exprimer, de parler dans ces langues-là, parce qu'il avait compris que pour être le champion du monde, il fallait qu'il aille puiser, y compris dans les langues des autres. Bon, déjà à 14 ans, on est dans l'image du petit génie quand même, quoi, qui apprend des langues tout seul pour sa passion. Oui, c'est ce que veulent les gens qu'on appelle entre guillemets normaux. Fischer n'est pas quelqu'un de normal, mais là encore dans le sens normal, ne mettons pas tous les sens péjoratifs qu'on peut voir. Il n'est pas normal parce que c'est vrai que c'est un enfant qui dédie tout son être au jeu d'échecs, mais en apprenant le russe, en apprenant l'espagnol, en lisant énormément de littérature dans ce domaine, et c'est vrai que avec l'énergie qu'il avait, le temps qu'il y a consacré, il devient très très vite un des meilleurs joueurs du monde. Très bien, on va passer en 66 avec les Olympiades de Cuba. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Alors oui, Cuba, c'est là encore, c'est de l'histoire. Fidel Castro va fêter ses 80 ans cette année. Lui, il arrive au pouvoir en 1959, donc janvier 59, et Europe Échecs d'ailleurs est créé à cette date-là. En 66, donc 7 ans plus tard, Fidel Castro veut montrer au monde qu'il existe, et il organise donc les Olympiades du jeu d'échecs. Il faut bien signifier qu'à l'époque, le jeu d'échecs avait une grande importance du fait que l'Union soviétique détenait les titres de champion du monde. Et Castro organise ça, c'était quelque part, puisqu'il était dans l'axe soviétique, un point politique assez important.
Par ailleurs, les Américains avaient décrété un embargo sur Cuba depuis, je crois, 1962. Et donc, les Américains ne pouvaient pas aller à Cuba. Donc, ayant une Olympiade d'échecs, les Américains ne pouvant pas venir, eh bien, il fut décidé d'organiser le match par téléphone. C'est plutôt original. Oui, donc Fischer a joué par téléphone avec des équipes qui étaient à Cuba. Donc, ça a été le seul moyen pour eux de pouvoir participer à l'Olympiade. D'accord, alors on continue un peu la traversée dans le temps et on va arriver directement en 72 où il y a ce fameux championnat du monde et là c'est pas de la politique spectacle mais c'est de l'échec spectacle. Oui, c'est la rencontre de deux destins. Alors guerre froide. Oui, bien sûr, c'est la guerre froide, c'est Nixon, pour replacer encore dans le contexte, c'est Nixon qui est le président des États-Unis. On est encore en plein dans la guerre du Vietnam, qui n'est pas terminée, qui va se terminer en 75. On a de l'autre côté l'Union soviétique, avec Brejnev, qui est là, bien présente. On a un champion du monde d'échecs qui s'appelle Boris Spassky, joueur extraordinaire, d'une grande élégance à tout niveau, sportive, c'est quelqu'un vraiment de remarquable. Qui dénote d'ailleurs un petit peu par rapport au système de l'époque. Et de l'autre côté, on a le salmôme américain Bobby Fischer qui n'a que 29 ans à l'époque, donc encore très jeune. Et va se dérouler une des joutes les plus extraordinaires de l'histoire des échecs. Tout simplement. Oui, je dirais que c'est le match. Si on veut vraiment... S'il doit y avoir un match de légende, c'est celui-là. S'il y a un match de légende, je pense que on ne peut... En regardant tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le match, c'est le match Fischer-Spassky. Même les matchs, les joutes Kasparov-Karpov, qui ont été des joutes aussi extraordinaires, mais qui étaient, disons, le symbole de la lutte d'un système finissant, avec un système démarrant. C'est un petit peu ce qu'on a voulu en présenter de la part des médias, mais Fischer-Spassky, c'est le paroxysme de la lutte entre deux systèmes qui sont là pour essayer à chaque fois de contrôler la partie du monde qui s'était arrogée et partagée à Yalta. Donc il ne faut pas oublier que cette guerre froide, elle date du moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de Yalta et des accords entre Staline, Roosevelt et Churchill. Et là, on est au paroxysme de cette guerre froide. Très bien. Donc on est toujours en 72 et Fischer va quand même refuser pendant un long moment de participer à ce championnat pour cause pécuniaire, qui d'ailleurs, je crois que ça vient un peu de là. On dit qu'il est dingue avec l'argent, etc. Mais beaucoup d'autres, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup d'autres ont un autre point de vue. C'est grâce à lui que, heureusement d'ailleurs, qu'il a fait ça, que des joueurs d'échecs peuvent vivre de leur art, en fait. Il n'est pas dingue avec l'argent, ça c'est pas vrai, c'est faux. Non, mais qui demandait, tel un mégalomane, des sommes astronomiques. Oui, c'est se plaçant du point de vue du monde réel. Oui, ceux qui sont dans le monde réel ont raison. Mais se plaçant du point de vue de Fischer, qui dit, moi, je passe 24 heures de mon temps à me battre pour ce titre. C'est-à-dire, c'est pas 23h59, c'est 24 heures de mon temps. Je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça. Mon but est tourné vers ça. Donc, il n'était pas aux 35 heures, on est d'accord. Mais non, il était simplement aux 24 heures par jour. Il pensait qu'à ça et il a demandé, c'est sûr, des choses qui pouvaient sembler énormes pour ceux qui montaient ces championnats du monde. Mais il a eu raison. Il a eu raison parce que il a dit, moi j'ai envie. Moi je veux être un champion comme les champions de boxe, comme les champions de tennis. Il n'y a pas de raison qu'on soit au deuxième niveau. Et c'est vrai qu'il a obtenu en partie gain de cause. Il a dit, je veux que ce soit joué dans des conditions absolument extraordinaires pour qu'on puisse produire le plus beau spectacle, pour qu'on puisse être concentré de la meilleure manière, qu'on puisse jouer les plus belles parties, donner le meilleur de nous-mêmes. Mais en contrepartie, j'ai besoin de prix qui reflètent ma valeur réelle
parce que lui était persuadé qu'il allait gagner le championnat du monde et empocher la somme, mais c'est pas pour l'argent. Je vais vous donner juste un autre exemple. Quand il a gagné le championnat du monde et il est retourné aux États-Unis, une marque célèbre de lait lui a proposé, je crois, 1 ou 2 millions de dollars pour vanter simplement les mérites de ce lait. Et la réponse de Fischer a été assez surprenante. Il a dit, mais je bois pas de votre lait, donc comment pourrais-je en faire la publicité? Donc si ça avait été quelqu'un vraiment tourné vers l'argent, il aurait pu l'accepter. Certes, mais par contre, il était peut-être pas dans le besoin non plus. Je crois pas qu'on puisse refuser 2 millions, même si... je crois pas. Vous savez, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui ne sont pas forcément dans le besoin et qui vont vanter des marques. Et je suis pas du tout en train de leur faire un procès. Hein. C'est simplement, je dis, Fischer, lui, n'était pas axé par rapport à ceux qui disent qu'il cherchait l'argent. Je crois pas que c'était son but. Très bien, alors il gagne en 72, il reste champion du monde pendant 3 ans, et en 75, il y a l'épreuve ou le défi Anatoly Karpov. Alors oui, en 72, il gagne parce que Spassky a été chevaleresque, qu'il a accepté beaucoup de conditions, et si Spassky avait refusé le match qu'il aurait pu faire à un moment donné, eh bien il n'y aurait pas eu de match, et Spassky serait resté champion du monde. Mais Spassky n'a pas voulu gagner sur le tapis vert, y compris quand il menait, lui, 2-0 à cause des frasques de Fischer, une première partie qu'il aurait pu ne pas perdre, et une deuxième partie où il ne s'est pas présenté. Eh bien, il a fallu que Kissinger intervienne pour que Fischer revienne à la table de jeu, et que Spassky accepte de mettre, je dirais, de l'eau dans le vin de l'organisation, mais en même temps, ce que m'avait dit Spassky, c'est qu'il s'était mis quelque part en état d'infériorité psychologique, et là, Fischer a, comme on dit, déroulé un rouleau compresseur, qui a étrillé Spassky en 21 parties. Le match était prévu en 24 parties, donc à 12-12, le champion du monde restait champion du monde. Et bien au bout de 21 parties, Fischer avait gagné 12,5 à 8,5. Donc je crois qu'il est très très important de souligner le caractère chevaleresque de Spassky, qui n'a pas souhaité gagner ce match sur le tapis vert. Un joueur d'honneur. Oui, il en existe, c'est un joueur qui a un esprit très chevaleresque. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Fischer? Il revient aux États-Unis. Alors, bon, il y a juste une parenthèse, j'ai envie un peu d'en parler parce qu'on est en guerre froide. Il y a Kissinger qui a quand même un rôle un petit peu important, qui va appeler, selon la légende, Fischer au téléphone, qui va aller le voir, lui dire ramène-nous la coupe, c'est important. Là, on n'est plus dans les échecs. Enfin, oui, bien sûr. Le chef de la diplomatie américaine joue son rôle. Fischer, le match Fischer-Spassky a été un match très très couvert par les médias dans le monde pendant l'été 72, puisque le match démarre en juillet. Il était normal que le chef de la diplomatie des États-Unis essaye de convaincre Bobby Fischer de revenir à la table de jeu, ce qu'il fit. Voilà, je crois que ensuite que les États-Unis utilisent quelque part à des fins de propagande ce match, je dirais que c'est de bonne guerre.
Les Soviétiques ont perdu, un Américain a gagné. Maintenant, Fischer, c'est vrai, en a voulu aux Américains d'avoir trop utilisé ça alors qu'ils ne l'ont jamais réellement aidé. Ensuite, il revient aux États-Unis, il a accueilli bien le premier jour, et ensuite c'est un peu la déconfiture, non? Oui, c'est pas la déconfiture, c'est-à-dire que une fois que l'événement championnat du monde est passé, une fois que Fischer a gagné, qu'il a été reçu par Lindsay, qui était le maire de New York, de manière triomphale, ensuite la vie reprend son cours. Et Fischer n'est pas... sans que les efforts peut-être qu'il a consentis, ce qu'il a fait, tout ça n'est pas perçu au niveau où il aurait voulu que ça puisse l'être. Oui, je sais pas, ça me fait penser à les Français quand ils ont gagné la Coupe du Monde de foot, ça a été la folie sur la Grande Avenue, sur les Champs-Élysées, etc. Et puis bon, on en a entendu parler des semaines. On en entend encore parler, je vous signale. Oui. C'est-à-dire quand Zidane s'en va, eh bien, on dit, Zidane s'en va. Ça veut dire que 98 a marqué les esprits. Enfin, ça va faire 8 ans quand même, quoi. Oui. Voilà. Oui, et là, Fischer, pour faire une comparaison caricaturale, je veux dire, la Fischer, il arrive, il est bien accueilli comme un roi le premier jour, mais 3-4 jours après, c'est déjà fini. Oui, je sais pas si c'est 3-4 jours après. Je connais pas la chronologie, mais je dirais que oui, très vite, ça tombe en oubli, et puis le jeu d'échecs reprend la place qu'il avait aux États-Unis, c'est-à-dire une place presque nulle. Alors, qu'est-ce qu'il fait de 72 à 75? Fischer, de 72 à 75, ne joue plus aux échecs, en tout cas officiellement, ne fait plus de compétition, et se prépare intensément pour le match de 75. Mais il impose de telles conditions en 75 que la Fédération internationale des échecs va les rejeter avec bien sûr le consentement des soviétiques de l'époque. Et je dirais que la leçon de 72, le fait que Fischer ait gagné le titre en imposant des conditions qui avaient été acceptées par Spassky, font que probablement le comité des sports, et là à l'époque c'est Karpov qui est le prétendant, n'accepte pas les conditions proposées par Fischer, et donc Fischer ne se présente pas, et la FIDE déclare Karpov champion du monde sur le tapis vert. Alors ceci dit, oui, ils l'ont fait une fois, pas deux, ils n'ont pas envie de perdre. Donc Karpov devient le champion du monde pour le coup. Oui. Et que va devenir Fischer? Fischer, lui, va devenir un ermite, c'est-à-dire il va rester persuadé qu'il a raison. Il est le champion du monde. Dans sa tête, il demeure le champion du monde. On lui propose pas mal de choses, mais chaque fois il impose des conditions telles que les gens n'acceptent pas. Il y a même eu une tentative pour organiser le match entre Karpov et Fischer aux Philippines à l'époque avec Marcos, et un prix de 5 millions de dollars. Mais les conditions demandées par Fischer étaient telles que les soviétiques ont refusé. C'était en quelle année 75. Aussi, toujours 60. Oui, c'est toujours cette période. Donc ensuite, il y aura toujours des questionnements. Et puis petit à petit, la vie reprend son cours. Et les championnats continuent. Les tournois se jouent. Karpov est un brillant champion du monde, comme il a bien sûr gagné sur le tapis vert. Eh bien, Karpov est un champion qui va jouer pendant une dizaine d'années en perdant un nombre de parties qui peuvent se compter probablement sur les doigts des deux mains. C'est-à-dire, il perdait une partie par an. Il a un score. Et d'ailleurs, je pense que si Karpov a gagné plus de 180 tournois ou 170 tournois dans sa carrière, c'est probablement qu'il avait... il pensait au fantôme Fischer, c'est ça? Probablement, je pense qu'il doit y avoir de ça, le fait d'avoir voulu à tout prix prouver qu'il était réellement C'est très dur de gagner sur le tapis vert, psychologiquement. Ouais, parce qu'on vous dit, oui, vous êtes champion du monde, mais bon, l'autre, il n'a pas joué, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas simple. Ça n'a pas dû être facile à vivre pour Karpov. Alors, avant d'arriver en 92, là, on est obligé de faire encore un saut dans le temps, parce qu'il joue plus de toute façon Fischer. Non. Là. Non. Il va plus jouer, c'est fini. Non. Il va garder son élo, il va plus bouger. Oui, il joue plus. S'il joue plus, son élo, comme on dit, est maintenu. Mais il est passif, c'est-à-dire il n'apparaît plus sur les listes en tant que joueur actif. Mais c'est vrai qu'il a eu le plus haut élo à l'époque, comme on dit, le classement des joueurs d'échecs de l'histoire. Et donc il va rester pendant 17 ans en sommeil.
17 ans. Oui. Donc je fais un calcul rapide, 75... 92. Mais avant 92, on en entend parler, mais pas que pour des raisons échiquéennes. Non, avant 92, on entend parler pour d'autres raisons. C'est-à-dire que il va se réfugier dans des sectes déjà adventistes. Il va probablement y engloutir pas mal de sommes et perdre le peu d'argent qu'il avait. Il va vivre comme un ermite, comme un clochard. Il aura toujours un relais, une dame en qui il avait confiance et qui se chargeait de lui transmettre des dons que lui faisaient des fans qui envoyaient un chèque de $100, $50 pour que Fischer puisse vivre, parce qu'il n'avait rien, il n'avait pas de moyens de subsistance, il vivait dans une cave. Et puis à un moment donné, il va être arrêté parce qu'il parlait fort dans un bus et puis qu'il n'a pas dû, je crois, répondre aux injonctions des agents. Donc il va être mis en cellule quelques jours. Et puis, bon, je pense que le fait que pendant 15 ans, je dirais jusqu'en 1990, il ne puisse pas faire prévaloir son point de vue, va développer une paranoïa à l'égard du système, quelque chose d'assez complexe, qui, c'est vrai, n'est pas le côté positif du personnage. Donc il sera invité en 1990 à Bruxelles par un monsieur qui s'appelle Wesselkock, qui était le patron de Swift et de Belgacom, et qui l'invite, je dirais, à titre presque humanitaire. Il le paye pour le rencontrer, mais bon, c'était une sorte de manière de ne pas lui donner de l'argent, tout simplement, de lui faire l'aumône. Et je vais le rencontrer également en 90, car lors de l'organisation du championnat du monde Kasparov-Karpov, nous avions pensé que peut-être si Fischer avait été parmi nous, mais bon, je me suis rendu compte au bout de... Alors c'était une belle idée, effectivement. Donc vous arrivez, vous le rencontrez en Allemagne, c'est ça? Oui, je le rencontre en Allemagne. C'était pas trop dur à l'époque de le rencontrer après, justement, un type qui a donné beaucoup d'argent, je sais pas, je pense que ermite, un peu sauvage, un peu paranoïaque comme vous le... Oui, mais bon, j'ai pu le faire. Vous avez fait comment? Grâce à Spassky. Ah oui, d'accord. Donc oui. Et donc j'ai pu le rencontrer et je crois que j'ai compris au bout de 2 jours que ce type était génial, mais qu'il était très difficile de l'avoir à une manifestation où il n'était pas la star, le centre, voilà. La star. Et donc on en est resté là, on a eu des échanges cordiaux, mais j'ai bien senti pendant ces 2 jours l'énergie que dégageait ce bonhomme. Je crois qu'il est Kasparov, quoi. C'était hors de question pour lui de... Oui, je crois qu'il a... C'était quoi sa réponse quand vous lui avez demandé il a malheureusement, il a dû subir en partie le système soviétique. C'est-à-dire que c'était un système qui était fait aussi, c'était des grands joueurs, mais pour maintenir le titre, ils étaient prêts parfois à faire des parties rapides avec des concessions, des nuls rapides qui leur permettaient de se reposer entre eux pendant que les autres devaient se battre. Et comme lui était seul face à un système, il a ressenti ça très très amèrement. Et je crois qu'il a gardé, cette amertume au fond de lui, et que ce soit Karpov ou Kasparov ou tous ceux qui étaient issus pour lui du système soviétique, il ne faisait qu'un. Il n'avait pas le recul suffisant pour pouvoir analyser et définir chaque individu en tant que tel. C'est-à-dire, il englobait tout dans le système soviétique avec, je dirais, les défauts de ce système, qui étaient de maintenir le championnat, le titre, coûte que coûte, dans le giron soviétique, et qui, c'est vrai, amenait parfois à des parties, je dirais, pas de complaisance, mais des parties où les gens ne jouaient pas trop, faisaient des matchs nuls très rapides, et ça, il a dénoncé ce système, et il pensait que Kasparov et Karpov étant issus de ce système, ils n'étaient pas dignes d'être champions. Mais moi, malgré ses origines juives, j'ai comme l'impression qu'il est plus antisémite que anti-russe. Parce que Spassky, par exemple, il est devenu ami quasiment avec lui, j'ai l'impression. Non? Oui, il est devenu ami avec lui. Alors là aussi, il faut regarder, je dirais, la chose de manière psychanalytique. Spassky, il l'a battu. Aurait-il pu être ami? Fischer a battu Spassky. Oui. Donc, oui, aurait-il pu être ami avec quelqu'un qui l'aurait battu?
Voilà, je n'en sais rien. Donc, je veux aussi souligner ça. C'est vrai que Spassky est un type qui avait un comportement réellement chevaleresque, qui n'a jamais trahi Fischer aussi. Ensuite, ils ont une amitié réelle. Et je crois que ça, c'est très important. Bon, maintenant, vis-à-vis de Karpov et Kasparov, ils pensaient que c'était des imposteurs. Alors oui, là, il y a quand même, il va vous dire des choses qui peuvent apparaître un peu délirantes pour ceux qui connaissent rien ou ceux qui connaissent, c'est même pas le problème. C'est que pour lui, c'était un match, il y a eu un championnat du monde arrangé où les parties sont fausses, parce qu'il va vous expliquer sur l'échiquier que les coups sont tellement faibles qu'ils sont pas dignes de... Oui, mais parce que Fischer joue aux échecs de manière merveilleuse. Alors c'est vrai que quand la faiblesse des êtres peut se manifester, même si ce sont des champions à travers des coups qui ne sont pas les meilleurs possibles, Fischer n'accepte pas la médiocrité. Fischer est quelqu'un qui est un extrémiste dans le don de soi en permanence. C'est-à-dire, il va en permanence essayer de trouver le meilleur coup. Il ne va pas faire match nul pour faire match nul. Il va jusqu'au bout. C'est un gamin. C'est-à-dire, au niveau de la maturité, la manière d'aborder le monde, il n'est pas adulte. Donc le fait que des grands champions comme Karpov et Kasparov puissent faire des erreurs, eh bien, il va trouver une traduction à ça, et c'est ce qu'on appelle la paranoïa, en disant, ben voilà, ils n'ont pas joué, et c'est vrai que j'ai vu des parties où bon, il a une maestria extraordinaire, donc Fischer aurait probablement mieux joué que... Ça vous a impressionné, ces analyses? Oui, oui, Fischer était... et je dis bien, j'ai vu un niveau de jeu, d'analyse, de réflexion que j'ai rarement vu, oui, c'est joueur... donc... La traduction qu'il en fait sur Karpov et Kasparov est qu'ils ont arrangé le match. Moi, je ne crois pas à cette version. Alors justement, vous y croyez pas, juste pour rester un peu dans le domaine des arrangements. Bon, le jeu d'échecs est très peu populaire en France parce qu'il passe pas à la télé ou il y a des petites chroniques dans les journaux, mais c'est pas encore ça. Mais bon, les arrangements dans le sport, on sait que ça existe. Dans le foot, dans les chevaux, enfin, il y a quand même beaucoup d'exemples. Pourquoi les échecs, quand il y a de l'argent, pourquoi il y aurait pas des arrangements non plus? Justement, parce que dans le jeu d'échecs, il n'y avait pas beaucoup d'argent, d'abord. Donc, s'il y a moins d'argent, il peut y avoir moins d'arrangement. Certes. En plus, c'était dans le giron soviétique. Donc, pourquoi est-ce qu'on favoriserait l'un ou l'autre? Alors, peut-être pour des raisons politiques, à un moment donné. Mais là encore, on n'est pas là dans le domaine de l'argent. Peut-être il y a pu y avoir à un moment donné des passations de pouvoir qui ont pu être faites dans le monde des échecs à cause de pression sur certains joueurs. C'est tout à fait possible. Je ne suis pas dans le secret des dieux là-dedans. Mais le fait de dire que l'arrangement est quelque chose de permanent, c'est aller un peu loin. Je dirais. Oui, non, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est aller un petit peu loin. Et dans l'esprit de Fischer, c'est quelque chose de continu. D'accord. Alors que personnellement, je pense que oui, ça peut exister. C'est vrai que le monde soviétique n'était pas un monde moral où bon, il fallait essayer de survivre, de subsister, de trouver. Alors peut-être que ça a pu favoriser, c'est vrai, des arrangements à une époque. Mais Fischer en tire une conclusion qui est hâtive et je dirais qui est qui montre qu'il y a un certain manque de maturité. D'accord. Pour finir avec votre rencontre, c'était la première et dernière fois que vous l'avez rencontré? Oui. Ça a duré combien de temps? 2 jours à peu près. 2 jours. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur c'est quoi? C'est une boule d'énergie? Il est fatigant? Oui. C'est un type en même temps charmant. Il peut être doux. Il est, je pense qu'il est doux. Il n'est pas violent. Simplement, le fait qu'il ne voit le monde qu'à travers son prisme et qu'il pense qu'il détient la vérité, forcément, c'est sa source de conflit. Il a été dans une secte de Dieu, quand vous l'avez vu, il était encore mystique, il parlait de Dieu? Non, il n'a pas parlé il n'était pas mystique, mais je pense que c'est un type qui est lui-même profondément sincère, qui ne ment pas, qui n'est pas un mauvais bougre. Simplement, je dis bien,
la conjonction des facteurs de sa vie, de ce qui s'est passé, l'amène vers des chemins glissants que nous ne pouvons pas accepter. Mais je crois qu'il faut comprendre le personnage. Et il ne faut pas en faire un diable. Je pense que c'est tout sauf un diable. Puisque quelqu'un qui dit ce qu'il pense en permanence, c'est tout sauf un diable. On est d'accord. On va venir à l'avant-dernier chapitre de notre entretien, qui est le match revanche Fischer-Spassky en 92 au Monténégro. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu les faits pour les personnes qui n'auraient pas connu cette histoire? Alors bon, on peut revenir dessus. Il fait son match revanche. Il avait joué contre Spassky. Donc, dans son esprit, il dit qu'il accorde une revanche à Spassky. Ça se passe 17 ans plus tard. Quelque part, il y a une logique. Deuxièmement, il avait fixé 5 millions de dollars. C'était la bourse minimum pour qu'il joue un championnat du monde. Il obtient 5 millions de dollars. Troisièmement, il avait dit qu'il voulait que le premier qui gagne 10 parties soit déclaré champion du monde. Les organisateurs ont accepté toutes les conditions de Fischer. Ils voulaient simplement que Fischer joue. Donc on était dans un autre contexte, une autre époque. Ce match, bien sûr, n'était pas avalisé par la Fédération internationale des échecs. Oui, parce qu'un championnat du monde avec un joueur qui est 103e et un joueur qui est retiré... c'était un match spectacle qui a été utilisé à des fins de propagande par le régime de Milosevic à l'époque, où l'embargo venait d'être décrété contre la Yougoslavie. Et il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que ce match-là se trouvait être au centre à nouveau de l'actualité. Et là encore, c'est une autre guerre, c'est pas une guerre froide, mais disons que c'est une guerre entre les États-Unis et l'ex-Yougoslavie qui se délite. Et à nouveau, Fischer arrive au centre du jeu, parce qu'il est américain, parce qu'il a été champion du monde, et on trouve une manière de satisfaire ces deux joueurs. Alors, Spassky accepte, se prête de bonne grâce à ce jeu-là pour des raisons pécuniaires, il faut dire les choses ainsi. La somme qui est proposée est de 5 millions de dollars, donc toutes les conditions de Fischer qu'il avait demandées finalement sont réunies, donc il joue, mais on est dans un match, je dirais, ubuesque. Alors, juste avant de rentrer dans le match, il y a juste une petite conférence de presse qui est quand même passée à la télé. C'est pas tout le temps qu'on voit des choses sur le monde échiquier à la télé. Comme vous venez de le rappeler très justement, Bobby Fischer était un ressortissant américain ou un citoyen américain, c'est selon. Et étant donné que l'ex-Yougoslavie était sous embargo économique, il n'avait pas le droit d'être dans une réunion sportive qui pouvait rapporter de l'argent à l'ennemi, entre guillemets. Alors, il a reçu un document de la Maison Blanche qui lui signifiait... Alors, c'est pas un document de la Maison Blanche, il donne une conférence de presse. J'assistais à cette conférence de presse. Ah, vous y étiez? Moi, j'étais à cette conférence de presse. Juste pour quelle raison? Pour voir, parce que voir un match, y compris si c'était un match factice, un match ubuesque, entre deux personnalités comme Fischer et Spassky, en plus, moi qui connaissais bien le monde des échecs, qui aimais le monde des échecs, ça avait un intérêt, bien sûr. Oui, c'est un sens. Donc j'étais là, j'ai assisté à cette conférence de presse et j'ai vu Fischer, donc qui venait de recevoir un document du département américain du Trésor, qui lui enjoignait de ne pas violer l'embargo, que s'il violait cet embargo, et il a pris la lettre. Alors, il l'a lu devant la presse, et il a dit voilà ce de quoi on me menace, c'est 1 million de dollars d'amende et 10 ou 12 ans de prison. Mes souvenirs sont plus très bons à ce niveau-là. Et il a dit voilà, j'ai reçu ce document ce matin du département d'État américain, et voilà ma réponse. Et a suivi un gros crachat dans la lettre. En direct devant les télévisions. Bon, c'était du Fischer tout craché, mais c'est ça qui plaisait aussi aux médias, c'est-à-dire que c'était ce sale gosse américain qui restait le même, quoi. Et qui restait le même. Et là, bien sûr, les Yougoslaves en ont tiré un profit incroyable en termes médiatiques. C'est-à-dire Fischer, citoyen américain, se foutait complètement de la décision des Américains, allait jouer en Yougoslavie, mais en fin de compte, Fischer, lui, avait réussi à obtenir ce qu'il souhaitait. Il a encaissé le prix qui lui revenait,
Et puis depuis 92, il a essayé de couler des jours un peu plus heureux. D'accord. Juste pour finir avec une seule chose sur ce dossier de Monténégro, c'est un milliardaire qui a permis cette organisation. Et c'était quoi, un milliardaire parce que là on est quand même encore dans la politique, parce que Fischer il est quand même dans tous les bons coups ou les mauvais, en tout cas c'est toujours au milieu de guerre froide ou Milosevic, les États-Unis. C'était un milliardaire indépendant. Écoutez, moi je l'ai aperçu. Je pense pas que ce match aurait pu avoir lieu sans l'accord politique des Yougoslaves. D'ailleurs, une partie de ce match a eu lieu au Monténégro, à Sveti Stefan, et l'autre partie du match, l'autre moitié, a eu lieu à Belgrade. Donc sans l'accord des autorités yougoslaves et à l'époque de Milosevic, je ne pense pas que ce match aurait pu se tenir. Donc la personne, en l'occurrence, qui a financé le match, l'a fait avec une volonté d'État, pour moi, qui est évidente. Oui, c'est-à-dire c'était le coup du prête-nom, quoi. Oui, ou je ne sais pas, prête-nom, pas prête-nom, mais bon, clairement, un match de cette nature était un match politique destiné à enfoncer le clou face aux Américains, face à l'embargo américain. Il avait une signification qui était très forte. L'enjeu, tout le monde s'en fichait. C'est-à-dire le fait de savoir que si Fischer était plus fort que Spassky ou Spassky plus fort que Fischer 20 ans après le match, ça n'avait plus aucun intérêt sportif, bien que quelques parties étaient splendides de la part de Fischer, absolument, avec toujours ce côté, cette quête de la perfection. C'est-à-dire, si on revient dans le domaine échiquéen, il y a eu des parties extraordinaires de la part de Fischer, et le match, je crois, s'est terminé par le score de 10-5, Fischer ayant gagné 10 parties, 5 parties ayant été gagnées par Spassky, et il y a eu 15 parties nulles. Je crois que le match a duré 2 mois ou 2 mois et demi, je ne me rappelle plus exactement. Il y a eu 30 parties. Donc, tout le monde a accepté les conditions de Fischer, l'État yougoslave, Spassky, et puis en contrepartie, on a eu un feu d'artifice qui finalement n'était qu'un pétard mouillé, puisque je ne crois pas que ce match-là ait pu vraiment beaucoup perturber les Américains dans leur volonté d'embargo face à Milosevic. Donc 92, la dernière partie connue de Bobby Fischer. Il était encore seul, sans staff, sans entraîneur, fidèle à lui-même. Oui, alors j'avoue que je n'ai pas les détails. Il a toujours été assez méfiant. Et donc il partageait pas tout ce qu'il connaissait. S'il avait un staff ou des entraîneurs autour de lui, c'était plus pour les activités sportives ou un peu de détente. Mais pas réellement pour la préparation. La préparation, c'était lui et exclusivement lui. D'accord. Alors, ce qui nous entraîne à l'actualité, enfin, une actualité assez récente. Après 1992, remystère, re-exil, c'est-à-dire selon des sources qui restent à vérifier d'ailleurs, il aurait vécu en Hongrie, aux Philippines, au Japon. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se fait arrêter au Japon, il y a peu de temps. C'était septembre 2004. Je crois que l'arrestation a eu lieu soit en juillet 2000, à mon avis, je dirais que c'est en juillet 2004. Je crois que c'est en juillet et je crois qu'il a dû partir. Là encore, ma mémoire me fait peut-être défaut. Je crois que c'était en septembre qu'il a dû être relâché. Il a dû rester 2 mois interné au Japon. Alors 2 mois d'internement au Japon, pourquoi ? Par rapport à cette fameuse violation d'embargo ? Alors 2 mois, parce que je dirais que il y a la force de la loi et il faut faire respecter la loi. Ce qui s'est passé, c'est que Fischer n'avait, je crois, pas renouvelé, avait fait une erreur, n'avait pas renouvelé son passeport. Je ne sais plus quels sont les détails exacts de cette affaire. Il y avait un mandat d'arrêt contre lui, international, et il se fait arrêter à l'aéroport de Narita au Japon. Et là, intervient un incident diplomatique, parce que est-ce que Fischer va être extradé aux États-Unis? Il est demandé, il a violé l'embargo, donc il risque ses 10 ans, 12 ans de prison, ce $1 million d'amende, et ça devient une affaire internationale, mais je dirais quand même à un niveau encore assez mesuré.
Les Islandais, finalement, lui octroient la nationalité pour sortir de l'imbroglio. En 4e vitesse, hein, il lui octroie. Oui, il lui octroie parce que, pour X raisons, le fait qu'il ait fait connaître l'île, qu'il ait fait connaître l'Islande, bon, qu'il ait joué ce match mythique, mais on lui demande en contrepartie de ne pas faire de déclaration, de rester calme, d'être un citoyen islandais exemplaire. Et c'est la seule manière pour les Japonais de ne pas le livrer aux États-Unis. Et je pense que les États-Unis n'avaient pas forcément envie de récupérer Fischer, car je crois qu'aux États-Unis, il aurait été plus encombrant qu'autre chose. Donc on lui octroie la nationalité, c'est accepté, l'affaire a fait un petit peu de bruit pendant l'été 2004. C'est un truc de journaliste, quoi, pour vous, la petite épingle qui est montée. Écoutez, c'est monté en épingle plutôt. Oui, je crois que simplement il y avait un mandat d'arrêt qui tombe devant, je veux dire, un fonctionnaire de l'immigration qui voit un passeport, qui voit quelque chose. Lui, il fait son boulot. Il fait son boulot, il dit ce type-là n'est pas en règle, il y a quelque chose. Et en plus, il y a un mandat d'arrêt. Voilà, et là, on se retrouve dans une situation délicate. Peut-être que... Mais 2 mois, c'est quand même long, 2 mois être enfermé, parce qu'on l'a vu ressortir. Moi, j'ai les images sur CNN. Enfin, c'était Saddam Hussein, quoi. Il avait la barbe. Il y a eu des conditions un peu. Oui, il a été gardé, je crois, dans un centre de rétention même pas, parce que il n'était pas réellement, il était interné, mais pas réellement encore emprisonné. Il pouvait pas bouger puisqu'il avait enfreint les lois japonaises en étant avec un passeport qui était périmé. Donc il y avait. Il s'est marié là-bas en plus, non? Oui, il s'est marié. Et comment on se marie avec sans papier au Japon? C'est plus facile qu'en France encore, c'est ça? J'avoue, je connais pas tous les détails. Je sais pas comment il s'est marié, comment ça s'est passé exactement, si la personne a pu se marier avec lui quand il a obtenu la nationalité ou si elle l'a fait avant, vu qu'il était dans une zone de non-droit, puisqu'il n'avait pas de passeport. Donc il était en centre de rétention, qui est aussi la zone justement entre les deux. On n'est pas hors du pays, mais on n'est pas dans le pays. C'est pour ça qu'on appelle ça un centre de rétention. Et le fait que les Islandais aient pu débloquer cette situation, à mon avis, a été bien vu par les Japonais et les Américains, pour qu'on termine de parler de cette histoire à bon compte. Alors la question quand même, parce que certains journalistes l'ont présenté un peu comme ça, même américains, c'est on se demande comme ça, les Américains veulent faire extrader Bobby Fischer pour qu'il paye ses impôts, parce qu'il était en fraude fiscale assez importante, paraît-il, pour qu'il soit jugé par rapport à cette fameuse histoire d'embargo, etc. Et on a un petit pays qui va gagner en gros un bras de fer juridico-diplomatique et qui vont faire, excusez-moi l'expression, mais la nique aux États-Unis. Oui, mais je pense pas que les Islandais ont de bonnes relations avec les Américains. Très bonnes. Oui, il y avait une base américaine à Keflavik. C'est un point de passage dans l'Atlantique. Est-ce qu'il y a des Islandais qui sont allés en Irak, par exemple? Non, mais bon, l'Islande est un tout petit pays. L'Islande est un pays de 250 000, 300 000 habitants qui est composé de roches volcaniques. Il n'y a pratiquement pas de végétation. Je pense que le fait que les Islandais aient proposé ça et le fait qu'il n'y ait pas eu de veto de la part des Américains, parce que si les Américains avaient opposé un veto vraiment inconditionnel en disant qu'ils souhaitaient à tout prix récupérer Bobby Fischer, je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe et je ne crois pas que les Japonais auraient payé le prix politique, je dirais, d'extrader Fischer ou de l'envoyer en Islande par rapport à ce qu'ils allaient devoir payer comme prix politique aux Américains. Si les Américains l'avaient demandé, je crois que la valeur de Fischer n'était pas très grande dans cette histoire. Bien évidemment, mais ce qui est amusant, c'est un peu le cinéma qui a été fait dans les médias, c'est-à-dire même, je vous parle de CBS, Fox News, CNN. On a regardé un peu les reportages qu'il y avait. Parce que c'est une ressucée, c'est-à-dire on en parle, c'est l'ermite, c'est celui qui a défié. Bon, en termes de médias, ça fait toujours quelques papiers à écrire. Mais
réellement... Même à la Maison Blanche, il y a eu des lettres, on va récupérer Fisher. Alors la question maintenant, c'est il faisait semblant de... Oui, je pense qu'il n'y a pas eu réellement de... Parce qu'il y a leur honneur qui était en jeu, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais leur honneur, je pense qu'on a calculé aussi le fait que Fisher vienne et puis qu'il puisse s'exprimer, c'est devant un tribunal. Je pense que le scandale, parce que rien ne pouvait arrêter Fisher, c'est-à-dire ni la menace de prison, il savait très bien que Fisher n'était pas prêt à accepter quelque marchandage que ce soit, puisque c'est un type qui n'est pas dans le compromis. Donc je pense qu'ils ont fait l'analyse de Fisher comme beaucoup de gens l'ont fait, et qu'il était beaucoup plus sage pour eux de le remettre aux Islandais, pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement là-bas, plutôt que de l'avoir chez eux dans les geôles américaines, à traduire en justice, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir, de par ses prises de position. Et ça aurait été un feuilleton sans fin. Alors on va finir justement sur les prises de position de Fisher, on va se terminer là-dessus. Le 11 septembre 2001, il est très content. Maintenant il parle beaucoup depuis qu'il est arrivé en Islande. On a lu les papiers dans la presse islandaise où en gros il y a tout son staff qui est fan de lui, hein, attention, mais qui lui disent arrête avec les juifs, et lui il dit non je continuerai toujours. Donc il est rentré quand même dans l'anti-américanisme primaire, comme certains l'appellent, et l'antisémitisme de base. Oui, bon, malheureusement, c'est un des problèmes qui a été développé avec la paranoïa de Fisher et le fait de se désigner un adversaire exclusif. C'est-à-dire que pour lui, là encore je parle d'immaturité, c'est-à-dire penser que l'Amérique est la source de tous les maux du monde, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ce n'est pas l'Amérique seule. Penser que les Juifs sont la source du mal de ce monde, ce n'est pas non plus quelque chose de sain à penser. On peut penser, oui, que dans certaines actions unilatérales que peuvent mener le gouvernement américain, on peut être contre, ou on peut ne pas l'accepter. Mais tout englober dans une stratégie globale qui serait, je dirais, le mal, parce que quelque part, c'est binaire. On est dans une réflexion qui est entre le blanc ou le noir. Oui. Donc le mal se trouve de l'autre côté,
et le bien de l'autre côté, je crois que c'est quelque chose auquel il est difficile de souscrire. Mais il y a un truc difficile. Bobby Fischer est né juif et c'est un truc on peut pas lui en parler d'ailleurs. Et paraît-il, selon encore la légende, hein, c'est que des faits rapportés. Mais quand vous l'avez vu, j'imagine qu'il vous a parlé des juifs. Oui, il en a parlé, mais comme c'est une obsession quand même. Oui, c'est bien sûr. Il est dans sa réflexion, sa vérité. C'est ce que je vous disais. Sur certains points, ça ne sert à rien de discuter, parce que de toute façon, vous n'allez pas le convaincre du contraire. Vous avez essayé de relativiser des choses. Oui, je sais pas, en disant Israël, c'est pas la diaspora. Je dis n'importe quoi. Mais... Oui, mais il a pas la capacité de comprendre ce schéma et de relativiser. Alors moi, là où je comprends pas, un champion d'échecs de ce niveau qui arrive pas à relativiser alors qu'il doit relativiser sur 64 cases, là ça m'échappe. Oui, moi je dois avouer que ça m'échappe aussi. Tous les joueurs d'échecs ne sont pas comme ça. Tous les joueurs d'échecs ne voient pas le monde seulement en blanc et en noir, en victoire et en défaite. Là, on est au summum d'une vision du monde de quelqu'un qui détient la vérité, mais qui pense qu'il la détient sincèrement. C'est pas quelqu'un qui essaye de propager des idées, qui essaye d'embrigader, d'enrôler. Et donc c'est pour ça que le danger du discours de Fischer est très limité. C'est pas quelqu'un qui essaye d'enrôler sous sa houlette en essayant d'amener des esprits, je dirais, faibles vers sa vision du monde. Donc il est dans sa vérité. On la partage pas forcément, mais je crois qu'il fallait pas non plus en faire tout un combat parce que justement ce type-là avait ses idées qu'on ne partage pas. D'accord. Pour finir, Fischer a été adoré dans les médias quand il est devenu champion du monde. Là, il a quand même été arrêté, etc. En France, il n'y a pas eu grand-chose pour Fischer quand même. C'est-à-dire les Arabal, il y avait plein de gens qui déliraient sur Fischer dans le Nouvel Observateur dans les années 72, 13, 14 où c'était Fischer. Là, il se fait emprisonner. Moi, je crois pas avoir vu beaucoup de soutien, quoi. Si, moi je l'ai soutenu. J'ai écrit un article, je l'ai soutenu parce que, comme je dis, je relativise l'impact de la pensée de Fischer par rapport à l'impact qu'il pouvait avoir en tant que champion du monde. C'est-à-dire quand il était champion du monde et qu'il a représenté un idéal du joueur d'échecs, c'était une chose. Maintenant, en tant qu'individu, que citoyen du monde, il a été Fischer, il est toujours Fischer, mais plus le Fischer qu'il a été. Et donc aller crier haro sur le baudet, je vous partageais pas ce discours. Je pense que Fischer a fait beaucoup de bien au jeu d'échecs. C'est pas parce qu'aujourd'hui il a cette pensée, je dis bien, auquel je ne souscris pas et auquel la plupart des gens ne souscrivent pas, qu'il fallait encore stigmatiser le bonhomme, lui courir après et l'enfermer, parce que ça n'aurait servi de toute façon à rien, malheureusement. La diabolisation, c'est pas justement le critère des hommes libres? Parce que lui, on peut dire qu'il est libre, non? Oui, il est entièrement libre, mais ça a un coût. Ça a un coût, la liberté. La liberté de penser totale a un coût, c'est sûr. On vit dans une société avec des critères. Si on sort un peu des clous, eh bien, on s'expose. Et Fischer, lui, a toujours été hors des clous. C'est-à-dire, il l'a fait quand il était champion d'échecs, mais il était dans un domaine spécifique. Et puisqu'il battait le monstre soviétique, c'était bien. Aujourd'hui, il tient un discours qui est dangereux. Si son discours était repris par beaucoup de gens, ça serait dangereux. Donc on ne peut pas accepter ce discours. Que ce soit à l'encontre de quiconque. On est d'accord. On ne peut pas l'accepter, ce discours. Mais aujourd'hui, il n'a plus l'aura qu'il a eu à l'époque. Il n'est plus le champion qu'il a été. Donc je pense qu'il fallait le laisser aussi en paix.
même si ces discours, parce que des écrits, il n'en a pas, c'est surtout quelques discours de quelqu'un qui vit dans sa bulle, ne sont pas dans la norme. Donc il est un homme libre, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec cette manière de guider cette liberté. Pour conclure, quel message vous lui adresseriez ? Je dirais, moi personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme qui a, comme je le disais, même si je ne partage pas ses idées sur certains sujets. Parce que sur d'autres, vous aussi... Oui, dans le domaine des échecs, dans beaucoup de domaines. Il a des idées qui sont très 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 claires. Et je trouve ça extraordinaire qu'un homme puisse vivre complètement libre au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est la preuve d'une pureté intérieure totale. Maintenant, c'est clair, il faut faire très attention à ce que cette pureté ne soit pas altérée et qu'elle n'aille pas engendrer d'autres malheurs. Bachar Quwatli, je vous remercie. Merci à vous. Thank you.